Donc Julien Giry, je suis politologue, sociologue et je m'intéresse à la question des théories du complot depuis une dizaine d'années maintenant et je travaille également aussi sur les mouvements de droite radicale et identitaire. Alors là, effectivement, donc la pédophilie, c'est une chose. Jack Lang, là, ça renvoie à une affaire particulière. Ça renvoie à une affaire particulière qui était l'affaire du Corral. C'est dans les années 80 en France, un lieu de vie socialiste où un enfant, effectivement, était retrouvé mort, la tête dans un seau d'excréments. Parmi les rumeurs qui ont circulé, eh bien, c'est que dans ce lieu de vie, des ministres, des personnalités du Parti socialiste se livraient à des actes de pédocriminalité. Et parmi les noms qui sont sortis, celui de Jack Lang a été l'un des les plus connus. Il y a une vidéo sur YouTube ou sur Dailymotion qui tourne où on voit un ancien responsable du Front National qui s'appelle Roger Garaudy qui explique que le petit gamin était sodomisé par Jack Lang et que c'est pour ça et que donc bien sûr il faut pendre Jack Lang, etc. Donc là on voit vraiment une référence claire à une affaire criminelle non résolue certes, mais ensuite les fantasmes qui ont été brodés sur ce type d'affaires, pédocriminalité, réseau, Parti socialiste, qui était au pouvoir à l'époque, donc Front National qui vient mettre sa sauce là-dedans. Et on retrouve quelque part un intérêt particulier à cette déclaration aujourd'hui. Roger Olindre fait cette sortie en 98. Aujourd'hui, on est plus de 20 ans après, au moment où l'affaire Matzneff ressort. Matzneff, dont la pétition avait été pour soutenir Gabriel Matzneff, dans les années 70, elle pour le coup, avait été soutenue par des intellectuels et des membres des milieux politiques comme Jack Lang, comme Daniel Cohn-Bendit, comme Bernard Kouchner, etc. Donc là, effectivement, on trouve quelque part quelque chose d'intéressant, donc une vieille affaire, mais qui trouve aussi des conjonctures dans l'actualité et qui explique quelque part un peu son succès et j'allais dire son caractère un petit peu proactif, quoi, quelque part. Bon, là, on est vraiment autour du symbolique du chiffre 7. On retrouve très souvent dans nombreux thèmes religieux, mythologiques, alors de l'Inde en passant par l'islam, par le catholicisme. Là, pour le coup, c'est vraiment peut-être plutôt la bête de l'Apocalypse, la bête de l'Antéchrist, et donc c'est véritablement ça. L'incarnation même du mal absolu, du mal terrestre, parce qu'il y a le mal terrestre, ça va être à cette tête, le mal maritime qui est le Léviathan. Donc on a vraiment ça ici, l'incarnation de l'élimination physique du mal incarné par la bête, le diable. Clairement ici on retrouve un petit peu cette espèce de mythologie un peu sataniste dont je crois Aloha News a déjà parlé par ailleurs. Alors là, on est vraiment quelque chose dans un peu quelque chose là qui touche davantage à l'imaginaire du complot, des afro-descendants. C'est non seulement effectivement le pillage des ressources de l'Afrique, qui pour une certaine part est quelque chose de tout à fait vrai, de tout à fait avéré, mais de l'autre, on vient rajouter encore ici un élément qui, lui, nous fait basculer non pas d'une forme de critique même radicale, mais quelque part ancré dans la réalité, quelque chose de plus fantasmatique, l'idée que nécessairement, derrière l'exploitation des minerais, l'exploitation des richesses, des ressources, etc., il y a encore pire encore, il y a du trafic d'enfants, il y a de la pédocriminalité, il y a effectivement des réseaux organisés à grande échelle. À l'inverse, ça ne veut pas dire que des réseaux ne puissent pas exister. Des réseaux criminels, il y a quelques années, une usine à bébés était démantelée au Nigeria, où effectivement, des individus élevés quasiment en batterie, j'ai pas d'autre mot, des enfants, pour les vendre à l'étranger. De même, il y a eu des affaires effectivement où des scandales ont éclaté comme l'Arche de Zoé, où des enfants ont été vendus quelque part à des ONG, via des ONG, à des gens en Europe contre promesse d'adoption. Donc effectivement, ce sont des choses qui peuvent exister, il peut y avoir du trafic d'êtres humains, c'est pas nouveau, c'est quelque chose de très ancien, mais de là à l'ériger comme étant une nécessité et à l'inclure dans un grand système, eh bien il y a un pas, je crois qu'il ne faut pas franchir entre ce qui relève de la dénonciation d'affaires ponctuelles extrêmement graves et qui font l'objet de procès et de médiatisation à juste titre, et de l'autre, le fantasme, encore une fois, de grands réseaux occultes qui étendraient leurs tentacules partout et contrôleraient tout en tout temps. Et ça, c'est, je crois, la différence entre ce qui relève d'une véritable critique, une véritable approche sérieuse d'investigation, et de l'autre, le fantasme du complot. Alors là, je crois que c'est Freeze Corleone qui parle pour lui-même, qui parle pour son groupe, peut-être, la secte, on en avait déjà parlé l'autre fois. Et il le compare à la scientologie qui, pour le coup, là, est un véritable mouvement de dérive sectaire qui tend à contrôler, à caporaliser l'ensemble de la vie de ses adeptes. Alors, ça plus ou moins, un fondement plus ou moins religieux, plus ou moins étrange. On va peut-être pas rentrer en détail de ce qu'est la scientologie ici, mais en tout cas, c'est une espèce de croyance un peu ésotérique, un peu New Age, dans lequel nos technologies seraient le fruit d'une sorte de rétro-engineering venu d'extraterrestres dans les années 50 et qui nous aurait quelque part apporté la lumière sur comment il faudrait vivre, des préceptes à moitié philosophiques, moraux, religieux, etc. Extrêmement contraignants, et j'allais dire surtout contraignants sur le plan financier,
car chaque fois c'est une fuite en avant, hein, c'est toujours les séances sont de plus en plus chères. La progression dans la pyramide ou l'échelle scientologue, pas la pyramide à la fois des connaissances, mais de la hiérarchie du mouvement sectaire, du groupe, est aussi largement conditionnée à vos ressources. Hein. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez monter vite. Et si vous n'en avez pas, on fait en sorte que vous puissiez en trouver en vous faisant des prêts remboursables, etc. Donc on a véritablement ici un mouvement qui a été condamné à plusieurs reprises dans les pays européens et qui aux États-Unis véritablement se comporte comme un mouvement assez oppressif et assez, oui j'allais dire quasiment assez dangereux pour les individus qui sont totalement subsumés au groupe sectaire et puis aux leaders de cette secte, hein, en dernier lieu bien sûr. Donc ils enlèvent des enfants, donc il y a deux choses. Il y a le côté enfant, donc ici on a déjà parlé un petit peu du côté pédophile, enlèvement d'enfants pour des cérémonies pédocriminelles, des cérémonies anthropophages, des cérémonies de sacrifice, etc. Et là on a la question de l'adénochrome, qui est une drogue de synthèse, hein, qui est quelque chose qui existe vraiment, qui est une espèce de cocktail, même mélangé avec de l'alcool, enfin une espèce de pot pourri de drogue, etc. Qui est réputé être extrait de la glande rénale d'enfants en bas âge. Et soi-disant ça pourrait empoisonner les gens, etc. Alors là, on est véritablement dans le fantasme, hein, j'allais dire, le fantasme de la mutilation, du trafic d'êtres humains, de la perversion, etc. Donc là, on est véritablement, ce que je disais tout à l'heure, hein, le pur fantasme complotiste de l'immoralité telle des comploteurs que non seulement ils sont capables d'enlever les enfants, de leur faire du mal, mais en plus, ils s'en nourrissent, ils s'en alimentent, alors à des fins, ici encore plus de dépravation. Parfois, c'est ils boivent du sang pour régénérer leur vie, mais là, c'est encore à des fins de dépravation. C'est pour le dire clairement et un peu vulgairement, être défoncé, quoi. Donc c'est vraiment encore pire du point de vue moral. Voilà, encore une fois, on est pareil, hein, ils consomment de la drogue, etc., la ligne, donc ça, on voit bien. Et c'est propagande américaine, hein, comme partout, Fallujah, donc on nous ment sur ce qui se passe véritablement dans les pays occupés, etc. Et les États-Unis, et bien entendu leurs alliés, sont les principaux bénéficiaires et responsables de tous les chaos et tout le désordre. Tout ça en recouvrant ça d'une propagande, en renversant évidemment la culpabilité, qui sont les terroristes, qui sont les bons, qui sont les méchants. On est véritablement ici, j'allais dire, dans quasiment la pureté chimique du complotisme, c'est-à-dire une vision manichéenne où il y a des bons et des mauvais, et les mauvais, c'est systématiquement les mêmes. C'est systématiquement l'Empire américain et ses alliés israéliens, etc. Et de l'autre côté, vous avez les victimes. Les victimes, ce sont les innocents, le peuple, le tiers-monde, comme on disait avant. Aujourd'hui, disons les pays arabo-musulmans, l'Afrique, etc. Donc on est vraiment dans cette vision manichéenne où tout est bien, où d'un côté, vous avez le bien, l'autre le mal, et ces individus, cette minorité maléfique qui est responsable de tous les maux qui touchent les braves gens, en fait. On est vraiment là-dedans, clairement. J'aimerais rebondir là-dessus, concernant Fallujah, donc c'était en Irak. Oui. Est-ce que, les États-Unis ont invoqué, je me souviens à l'époque, la présence d'anthrax. D'anthrax. Je crois que c'est ça. D'anthrax, d'armes de destruction massive, d'anthrax, etc. C'est pour elle, je crois qu'il a. Oui, bien sûr. La petite fiole, etc. Et ça pose la question, et c'était pas vrai finalement. Non. Ça pose la question du complotisme une espèce de complotisme entre guillemets des élites, quoi. Oui, bien sûr. La question, elle est intéressante. C'est vrai que dans le cadre de l'Irak, vous avez Colin Powell avec sa petite fiole qui explique que c'est de l'anthrax, etc., qu'il y a énormément de destruction massive en Irak. C'est faux. C'est clairement faux. Là, on est vraiment dans des stratégies de désinformation de la part des dominants, de mensonges des États. Ce sont des choses qui arrivent, qui existent. Il ne faut pas être dupe et de dire qu'il existe des véritables complots orchestrés par les élites, par les autorités. Ce sont des choses qui existent et qui sont avérées. Elles sont avérées, d'ailleurs, j'allais dire, on le sait tous. C'est des choses qui ne restent pas cachées très longtemps. Ces choses sortent, elles sont connues parce que des journalistes, parce que des politiques même les dénoncent, parce que les chercheurs les dénoncent, etc. À l'inverse, postuler l'idée qu'il existerait un grand complot souterrain, là on est véritablement en quelque chose de différent. Ça voudrait dire que d'un côté, allez, soyons honnêtes, mettons les choses à plat. Si ces comploteurs sont des génies du crime, ils sont capables depuis des décennies, des centaines d'années, voire peut-être, de nous cacher l'existence de ce grand complot, c'est donc que ce sont des individus extrêmement puissants. Ils sont capables de contrôler non seulement les agents du complot, mais aussi tous les gens que ces agents connaissent. Famille, amis, connaissances, discussions dans le bistrot, dans le métro, etc., etc. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils aient une telle puissance qu'ils pourraient contrôler l'opinion et la parole de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes.
À l'inverse, ils sont extrêmement nuls, j'allais dire, ces comploteurs, puisque n'importe quel internaute de 12 ans ou 14 ans, sans compétences particulières, est capable de les griller en 5 minutes avec des vidéos internet. Donc là, on a vraiment un décalage qui n'est pas, j'allais dire, rationnel sur le plan de la connaissance. Soit ils sont super forts, soit ils sont super mauvais, mais ils peuvent pas être les deux en même temps. Et on le voit bien que quand il y a des manœuvres un petit peu frauduleuses, des mensonges, des choses comme ça, ces mensonges, ces manœuvres frauduleuses, ces crimes éventuellement, ils sortent relativement rapidement, ils sont connus, ils sont largement admis. En particulier par les services eux-mêmes, qui expliquent, oui, on a fait ça. Prenez l'affaire du Rainbow Warrior en France, quand les services secrets français ont fait exploser le bateau de Greenpeace en Nouvelle-Zélande, il n'a pas fallu longtemps pour que la France soit reconnue coupable et admette même avoir commis ce crime en disant que c'était une erreur, etc. Mais ça, ce sont des choses qui existent de manière, j'allais dire, ponctuelle, qui sont des exemples d'actions qui sont connus, reconnus, etc. De la même manière que les États peuvent pratiquer des assassinats par drone, ce sont des choses qui existent. Mais de là à penser que l'ensemble des relations étatiques sont faites sous le sceau du complot, eh bien il y a un pas, je crois, qu'il ne faut pas franchir, parce que sinon on se méprend véritablement sur la complexité, sur la nature même des rapports sociaux, sur le fait qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en considération que la volonté des États. Il y a parfois de la malchance, de la négligence, de la contingence. Il y a énormément de choses qui doivent être prises en considération. Il n'est jamais de monodéterminisme causal qui soit aussi, j'allais dire, systématique, aussi efficace ou aussi efficient. Ça, c'est pas possible. Alors ça c'est intéressant parce que Galstone c'est un monument qui est relativement récent, qui a été construit à la fin des années 70, au début des années 80, donc c'est effectivement aux États-Unis, à cet état, à l'initiative d'un monsieur, d'un pseudonyme qui s'appelait Christian Rosenkrux, donc soi-disant Christian Rose-Croix, de la Société des Rose-Croix, et il a fait construire effectivement ce monument qui reprend 7 ou 8 commandements de mémoire, traduits dans une dizaine de langues, le français, l'anglais, l'hindi, le swahili, etc. Et effectivement, le premier commandement est celui-ci, maintenir la population à environ 500 millions d'individus. On ne sait pas exactement pourquoi, ni qui est véritablement derrière cette création de ce monument. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est je crois l'État ou la mairie sur laquelle est implantée cette œuvre qui en est propriétaire et qui la garde parce que ça fait venir beaucoup de touristes et ça fait très bien marcher le business. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelles sont les intentions des auteurs. On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas vraiment qui est derrière la création de ce monument. Et deuxièmement, il y a énormément de choses contradictoires dans ces commandements. Il y a des choses relativement, entre guillemets, positives comme qui appellent au métissage, d'autres qui sont beaucoup plus négatives comme peuvent être lues comme un appel au génocide, à l'eugénisme, etc. Donc il y a énormément de choses et c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux cet objet et qui attire énormément de fantasmes conspirationnistes relatifs à ces questions de dépopulation, d'eugénisme, de génocide, oui voilà, de fin des nations. Donc voilà, on a véritablement quelque chose ici qui a été construit à dessein et si l'objectif de l'auteur était de faire parler du promoteur de cette sculpture de faire parler d'elle, en tout cas on peut dire qu'il a vraiment réussi puisque c'est devenu quelque chose qui est un petit peu connu aujourd'hui. Alors c'est pas un des thèmes principaux, mais ça fait partie des thèmes secondaires qui existent de cette culture du complot où on nous explique que des monuments symboliques vont révéler le projet caché des satanistes qui nous gouvernent, des criminels, des comploteurs, etc. Et celui-ci, ces Galstone en font partie. Sous mon bras, tu vis un conte, une idée, tu veux du goût, tu penses ça que je dis, tu veux toujours plus, pour ça que je fouille, tu